13h34, c'est Radio J Philosophie, une émission de Blandine Kriegel. Le thème du jour est consacré à Fichte et la Révolution nationale. Pour en débattre aujourd'hui, le docteur Marielle David, pédopsychiatre, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et journaliste, et enfin Alexis Lacroix. Merci. Et à la régie, Philippe Sinclair et Raphaël Lasreg, que nous remercions. Donc, nous allons tout de suite, si vous le voulez bien, nous pencher sur ce problème de Fichte, le grand philosophe allemand Fichte et la Révolution nationale. Avec lui, nous abordons maintenant, et aujourd'hui à propos du concept de nation, ce que l'historien Claude Dijon avait appelé très justement la crise allemande de la pensée française. Il parlait au lendemain de la guerre de 70 et de notre défaite, mais en vérité, on pourrait remonter dès le 19e siècle et constater qu'avec la réaction des jeunes Allemands à la Révolution et surtout aux guerres napoléoniennes, eh bien, il y a eu, on peut dire, une crise allemande de la pensée française, mais de l'autre côté, qui a entraîné effectivement également des réactions en France. Alors, en effet, Fichte est aujourd'hui en discussion dans la tradition française, en raison non seulement de son évolution, mais surtout de le contenu qu'il a donné à l'idée de nation. Et pour comprendre l'enjeu de cette discussion, nous nous tournons tout de suite vers le texte de Fichte, les discours à la nation allemande. Fichte et la Révolution nationale. Je parle pour des Allemands, rien que pour des Allemands. Et je leur parle d'allemand, rien que d'allemand. Un gouvernement guidé par l'égoïsme se laisse guider par des principes démoralisants, portant les noms étrangers d'humanité, de libéralisme, de popularité. C'est le réveil de la raison froidement calculatrice qui a rompu le lien entre la vie présente et la vie future et supprimé toutes les autres notions morales complémentaires, l'amour de la gloire, l'honneur national, comme autant d'illusions trompeuses. Le moyen que je propose consiste à donner aux Allemands une éducation nationale qui devra s'appliquer à détruire totalement la libre volonté et à éduquer la volonté à une rigoureuse soumission à la nécessité. Les Allemands sont demeurés dans l'état primitif de leurs ancêtres. Ils n'ont pas émigré, ils continuent à parler leur langue originelle. Les caractères fondamentaux des Allemands étaient ceux d'une race primitive ayant le droit de se considérer comme le peuple par excellence. Qu'est-ce que le patriotisme ? La vie pour elle-même, la vie comme continuation de l'existence changeante, n'a jamais eu de valeur. La patrie et le peuple, comme représentants et gages de l'éternité terrestre, dépassent de beaucoup la notion d'État. C'est pourquoi le patriotisme doit justement dominer l'État. Pour atteindre ce but, on doit imposer des limites à la liberté naturelle de l'individu, enfermer cette liberté dans des limites aussi étroites que possible, et soumettre toutes ces velléités à une règle uniforme et exercer sur elles une surveillance constante. En dirigeant l'État, c'est encore le patriotisme qui doit lui assurer des fins plus hautes que celles du maintien de la paix, de la défense de la propriété et de la liberté personnelle, de la vie et du bien-être de tous. Merci beaucoup, cher Alexis. Alors, vous voyez, ce texte est en quelque sorte sidérant. D'ailleurs, il a fait époque, n'est-ce pas ? Ce sont ces discours à la nation allemande ont été prononcés en 1807-1808, c'est-à-dire après la grande défaite à Iéna, connue par les Allemands. Et en vérité, ils ont fait époque aussi parce que Fichte, n'est-ce pas, comme d'autres, a opéré un véritable retournement, n'est-ce pas, de ses convictions antérieures. On y voit d'ailleurs la critique de la philosophie des Lumières, l'hostilité à la France. On est en plein début de ce qu'on a appelé le Sturm und Drang, c'est-à-dire le début de la philosophie romantique. Alors, en effet, Fichte, considéré comme un zélateur de la Révolution française, il avait écrit sur elle pour la défendre. Il était considéré également comme un athée. Il a même été inquiété dans ses fonctions universitaires. Et au fond, il faisait partie de ce qu'on appellerait aujourd'hui la gauche allemande, en tout cas favorable à la Révolution française. Eh bien là, branle-bas de combat, retournement complet. D'une part, il a gagné avec ses discours à la nation allemande un certain nombre de conservateurs, comme Frédéric de Gentz, mais aussi les jeunes Allemands qui l'ont suivi, et pas n'importe qui, n'est-ce pas, Novalis, Schlegel. Et ajoutons qu'à partir de là, eh bien, il a entraîné une discussion dans la philosophie française sur son propos sur la nation, sur cette
révolution nationale. D'un côté, vous avez tous les historiens, et en particulier les historiens venus d'Alsace, n'est-ce pas, qui ont démonté et critiqué le pangermanisme, c'est-à-dire plus tard Jacques Droz, mais auparavant Spinlay, Brunswick, enfin, ils sont une kyrielle, qui ont dénoncé Fichte jusqu'à Roger Hérault, et puis également un certain nombre de philosophes, dont non des moindres, comme Charles Andler et Émile Boutroux, mais d'autres philosophes, comme Victor Delbos ou Xavier Léon, estimaient qu'étant donné que Fichte avait été, au fond, pour la Révolution française, qu'il était resté démocrate, enfin c'est vrai qu'il est... eh bien, en fait, il n'y avait rien de mauvais chez lui. Alors, la discussion s'est poursuivie, évidemment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Martial Guérou a dit « Fichte est beaucoup moins défendable aujourd'hui qu'hier ». Parce que, en vérité, d'une certaine manière, elle est anticipatrice, sa révolution nationale, de tous les problèmes que posent l'incompréhension et les impasses auxquelles une fixation, n'est-ce pas, sur l'idée de révolution, eh bien, aboutit concernant la République. Et c'est cela que nous voudrions explorer ce matin, ou cet après-midi, n'est-ce pas, plus exactement. Alors, au fond, de ces extraits des discours nationaux allemands, eh bien, je retiendrai 3 points fondamentaux. Premièrement, si vous le voulez bien, chers amis, le caractère exclusif du peuple allemand. Deuxièmement, la critique des idéaux de la philosophie des Lumières et de la philosophie politique classique. Et troisièmement, la promotion de la nation et sa prééminence affirmée sur l'État. Alors d'abord, le particularisme contre l'universalisme. Les Allemands, rien que les Allemands. Prééminence de la nation allemande sur les autres. Et c'est très remarquable que Fichte ne se pose pas la question, n'est-ce pas, que, par exemple, Renan et Taine poseront plus tard, qu'est-ce qu'une nation, qu'est-ce qu'un peuple? Non, il se pose la question, qu'est-ce que la germanité? Et il répond en affirmant la supériorité du peuple allemand, destiné en raison au fond de ce qu'il est à régir les autres peuples. Et cette supériorité, dit-il, repose sur 3 choses. Le sol, la langue, puisque les Allemands n'ont jamais immigré, ils sont un peuple originaire, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais bougé. La langue, elle aussi, est originaire. Et l'unité de la race germanique, mais il ne faut pas l'entendre d'ailleurs en un sens véritablement racialiste, il veut dire, au fond, de l'ethnie allemande. Deuxième point, la critique des idéaux de la philosophie politique classique. La raison. D'abord la raison, le froid calcul de la raison, auquel il oppose l'amour de la gloire et l'honneur national. Ensuite, l'humanité, les droits de l'homme, n'est-ce pas? Il va, au fond, substituer les droits de la nation aux droits de l'homme. Le libéralisme, contre la liberté indépendante. Et sous la traduction de Jean Kelevitch, la popularité, en fait, il faut entendre qu'il espère une autre définition, une autre conception du folk, du peuple. Et enfin, la prééminence de la nation sur l'État. Que doit faire l'État? Eh bien, il ne doit plus s'assurer, comme c'était la volonté des théoriciens de l'école du droit de la nature et des gens que nous avons vu, n'est-ce pas, qu'au fond l'État doit installer la paix, qu'il doit défendre la propriété, qu'il doit défendre la liberté, la vie et le bien-être? Pas du tout. N'est-ce pas, pour Fichte, eh bien, les objectifs maintenant, c'est d'être capable de faire la guerre, c'est de substituer la propriété collective à la propriété privée, ça c'est dans un autre ouvrage, l'État commercial fermé, et c'est la liberté de la nation et du peuple contre les libertés individuelles. Alors, à partir de là, évidemment, se posent un certain nombre de questions, et je vais me tourner vers Alexandre Adler, et ces questions, évidemment, au fond, elle concerne directement le passage de la révolution sociale, de la révolution française, à cette révolution nationale. Cher Alexandre, comment expliquez-vous ce retournement de la pensée allemande dans le romantisme politique et, si vous voulez, la longueur de la discussion politique, la discussion sur ce point vis-à-vis de Fichte en France? Je commencerai, en empiétant un peu sur le domaine de Marielle, par un mot d'esprit qui dit beaucoup de l'inconscient et qui a été réellement prononcé par le grand Jean Bollack, qui a été le grand éditeur des présocratiques et qui était un homme d'une érudition merveilleuse et que j'avais commencé à interviewer dans le train qui nous ramenait de Lille à Paris sur précisément ce grand tournant allemand de la pensée française que vous avez évoqué si éloquemment.
Et là, qu'est-ce qu'il me dit Bollack, il dit oui, non, parce qu'il n'aimait pas ça. Lui, il était très érudit sur Wilamowitz, le grand érudit allemand. Et il dit non, Wilamowitz, ça n'a rien à voir avec la victoire de Sedan. Alors j'ai trouvé que ce lapsus extraordinaire sur la défaite de Sedan qui devenait une victoire en disait long sur Bollack. Et bien entendu sur l'ambiguïté de tous ces juifs alsaciens qui bien sûr d'abord... Pas tous. Ah ben, la majorité a toujours pleuré l'annexion à l'Alsace, de l'Alsace, mais enfin, une fois qu'ils ont vu que les Allemands ont fait de Strasbourg une université, une ville magnifique, bon, ils ont commencé à dire oui, il faudrait être au moins autonome. Voilà, c'était Bollack. Alors, par ailleurs, toute sa formation était allemande et toute sa pensée était allemande, comme moi, on pouvait parler en allemand. Alors, voilà. Le tournant. Alors, ce grand tournant, eh bien, il a été très fortement voulu parce que, exactement comme l'Allemagne, la Prusse notamment, a voulu passionnément apprendre de la France pour retourner ses armes contre elle. Et c'est ce que Fontane raconte dans ses souvenirs, comment lui-même, qui était un huguenot de Berlin, où on parlait que français. Et regardez d'ailleurs maintenant une série de la télévision le montre. Qu'est-ce que c'est le grand hôpital? C'est la Charité. Oui. Et qu'est-ce que c'est la grande rue de Berlin? La Chaussée. Oui. Et en français dans le texte. Et puis bien entendu, il n'y avait pas que Fontane. Et Fontane raconte comment ils ont vraiment paré un effort sur eux-mêmes, celui même que les Juifs alsaciens ont accompli à la fois en Alsace et en France en devenant les super patriotes. Oui, eh bien. Ils ont dit, ben voilà, nous sommes Allemands. Alors ils faisaient encore des fautes, mais ils étaient absolument Allemands. Et ils ont été ensuite des maîtres de la langue allemande comme Fontane. Donc Fichte avait totalement raison alors? Mais non, Fichte n'avait pas raison, mais c'est une réponse traumatique. D'abord, ils ont été entièrement pour la France. Il a défendu Robespierre, ce qui était une mauvaise idée. Oui, il défendait Robespierre, enfin 93, alors que Kant défendait 89. Mais oui, mais le roi Salman, qui est actuellement le personnage le plus sombre en Arabie Saoudite, était aussi un grand défenseur des décapitations qui les fascinaient. Et donc, il était sûrement fasciné par la guillotine. Un mode tout à fait nouveau et révolutionnaire de trancher les têtes. Mais il était pour qu'on tranche des têtes, ça c'est sûr. Oui. Et donc, voilà, c'est l'abréaction devant le traumatisme de 1813. Et peu de gens, et c'est ici que je mettrais plutôt Clausewitz en exergue, parce que dans le domaine de sa théorie militaire, il est resté fidèle à une vision française. La politique, la guerre doit être dominée par la politique et par une vision des Lumières. Vous parlez de Fichte ou vous parlez de Clausewitz? De Clausewitz. Et c'est le seul dans le domaine militaire. Oui. Par ailleurs, tous les autres, évidemment, ont été entraînés par cette haine qui était ici contraire aussi bien à Goethe qu'à Schiller. Oui, merci beaucoup Alexandre. Alors François, on sait, n'est-ce pas, que Fichte était d'abord un kantien. Il est de même devenu célèbre en publiant un essai sur le... La Révélation. Pardon, oui, sur un essai critique, une critique de la Révélation, qu'on a attribué, comme c'est paru anonymement, on l'a attribué à Kant. Et du jour au lendemain, eh bien, il est devenu célèbre. Au départ, il était donc kantien. Mais après, évidemment, il a pris son propre élan, n'est-ce pas, dans sa doctrine de la science. Alors, je voudrais vous demander si, en nous exposant rapidement les orientations philosophiques, métaphysiques de Fichte, s'il y a un rapport entre sa métaphysique et sa politique. D'après vous, François. J'avoue que là, je n'avais pas pensé à ce rapprochement-là. Alors, dites ce que vous voulez en dire. J'avais pensé à un autre, parce que le texte me paraît effectivement saisissant et si diabolique qu'on a invinciblement envie d'être quand même un peu son avocat. Comme Alexandre. Un peu. Alors, je cite quelques points où... C'est un peu ce que disait Woody Allen en disant « J'adore Wagner parce que quand je l'entends, j'ai tout de suite envie d'envahir la Pologne. » Alors oui, l'éloge de la nation. La nation est quand même le maître mot des révolutionnaires français. Vive la nation, c'est vrai. C'est eux qui ont mis en circulation l'idée que la nation est plus que tout, que le peuple est plus que tout, que l'État monarchique doit plier, etc. Bon, il y a ça. Il y a d'autre part le fait que ce révolutionnaire français, qui est donc le jeune Fichte, constate, comme par exemple Beethoven et bien d'autres, que le tournant, c'est pas lui.
c'est l'Empire français, Bien les sûr. invasions napoléoniennes. Donc il paraît relativement logique, si on veut, que, comme beaucoup d'autres, le réveil de son patriotisme soit une réaction et non pas une cause. Oui, mais Une vous réaction voyez jusqu'où il au va. tournant français. Mais jusqu'où il va, n'est-ce pas? Alors, voilà Jusqu'au naufrage de toutes les idéalités Non, non, alors, politiques voilà ce que je classiques. pense de lui, Fichte, issu de rien. Enfin, son père, petit artisan ou commerçant. Bon. Il s'est bien marié, il a épousé la nièce de Klopstock. Oui, oui, après, ça s'est très bien Il est arrangé. devenu recteur de l'université. Alors, donc, un parent de Novalis a raté le sermon d'un pasteur et il arrive sur place trop tard, en retard, et ce gamin, Fichte, lui dit, je vais vous Un expliquer. petit chose, donc. Et il lui récite le sermon quasi littéralement. Oui. Donc un prodigieux mimétisme. Et c'est comme ça que sa carrière intellectuelle commence. Alors moi, je soulignerais quand même l'étrange mimétisme dont cet homme issu de rien Oui. est doué. C'est Parce vrai. que le fait que, par exemple, il publie son texte sur la Révélation et que tout le monde croit que c'est Kant qui l'a publié anonymement, Très juste. Kant est obligé de préciser que c'est de Fichte et non pas de lui-même, prouve aussi, si on veut, une faculté mimétique prodigieuse. On pourrait... par exemple, aussi alléguer que la querelle du spinozisme, qui est dirigée contre lui, veut dire qu'il est une sorte de Spinoza. Oui, Quand il on l'accuse discute d'athéisme. du providentialisme, de l'idée que les dieux répondent à nos prières et toutes sortes de choses de ce genre, qui sont plus catholiques et romaines que protestantes, etc. Alors, j'en viens à l'essentiel. Il a lu Pestalozzi. Oui. Alors, il faut rappeler rapidement... Vous parlez de l'éducation, là. Oui, haute alors, éducation, non, mais oui. le texte est un texte qui ne porte pas littéralement sur la Révolution nationale, mais sur l'éducation nationale, puisqu'il s'agit d'élever de jeunes Allemands. Alors, les idées de Pestalozzi, j'y reviens quand même une minute, parce que Fichte, ici, est une sorte de mime de Pestalozzi. Pestalozzi, d'abord, suisse-allemand, se passionne pour Rousseau, qui a 35 ans de moins, enfin de plus, pardon, Rousseau, suisse-français. François, vous me permettez de vous arrêter parce que Non. Pestalozzi Mais je veux ne va pas jusqu'où Oui, va alors je Fichte. veux quand même dire pourquoi Pestalozzi compte pour le Fichte qui est en train de parler ici. Oui. Dans un premier temps, Pestalozzi considère que l'Émile, c'est génial, etc. Dans un deuxième temps, il estime que vraiment le laisser à ce point la liberté à celui qu'on éduque est une absurdité. Oui, mais il ne va pas jusqu'à dire qu'il faut confier les enfants à la collectivité et pas les laisser aux parents. Peut-être. Ce qui sera... Oui, bah, c'est pas mais peut-être. là, c'est pas dans ce texte, en c'est tout cas. certain. Oui, non, mais Là, je pense qu'il À fait son... l'armée, quand même. Alors, ça, c'est prussien spartiate. Non, Oui, ça c'est va. vrai, mais- Non, mais non, les- enfin, les- c'est On voit évident. ça mener. Prussien spartiate. Oui, mais il C'est va le genre il va allemand. plus loin. Dans la République des Allemands au XXIe siècle, il va plus loin que ça. Et il dit aussi ce que ne disent ni Kant ni Pestalozzi, qu'en fait il faut en finir avec le despotisme catholique et il faut fonder Ah une oui, nouvelle oui. religion Ah oui. nationale. Ah bah, alors là, Mais là franchement, aussi, alors là, il est pas le seul, hein. l'imaginaire de la télévision nous renseigne parce que aujourd'hui, les Allemands inventent des fictions. On dit bah ça aurait pu être autrement. Oui. Et l'un de ceux-là, d'ailleurs très remarquable, Sur la charité. c'est non pas sur pas charité, ça c'est déjà formidable, mais il y a ce film où un jeune professeur d'anglais Oui. décide Apprend le football. d'apprendre le football Aux Allemands. contre justement le drill très militaire qu'on a dans les écoles. Et on dit, bah voilà, le football qui finalement a gagné, bah, nous aurions pu devenir des Anglais et ça aurait été tellement mieux. Bon, Mais François, ça, encore un mot et je passe allemand- la parole à notre ami Non, le Marielle. gymnase allemand, c'est quelque chose de très important. L'équilibre entre l'éducation physique et l'éducation intellectuelle est bien plus respecté que chez Jusqu'au nous. désarroi de Donc, l'évêque je pense quand même que Torles. Pestalozzi et sa diatribe contre Mais le tout est vrai. parce libertarisme que de Rousseau... Tu permets mon Mais témoignage, c'est que ma mère est passée par le lycée allemand. Donc écoutez, je vous sais allez très pas bien les ce que laisser c'est. parler, Tout est vrai sur Marielle. le gymnase. Non, le gymnase, mais- et on voit bien quand même que c'était véritablement, et c'était tous des gens qui se sont convertis au nazisme. D'accord. Et sans- Messieurs, donc justement, sans- pour un équilibre, je voudrais faire parler notre ami, le docteur David, une dame, n'est-ce pas Et je voudrais lui demander comment l'amour de la patrie
bon, qui est évidemment, dont tout le contexte a été exploré très bien par François et par Alexandre, eh bien, peut conduire, parce que c'est à ça que ça conduit, à la haine de l'étranger. Il faut rappeler que Fichte a fondé le premier club interdit, excusez du peu, aux Français, aux femmes et aux Juifs, n'est-ce pas, avec Hakim von Arnim et Brentano. Alors, est-ce que vous pouvez nous répondre, chère Marielle? Oui, alors on peut dire d'une certaine manière que tout ça fait quand même beaucoup penser à l'évolution du tout petit enfant. Oui. Le tout petit enfant naît dans un désarroi considérable et sa mère va lui apporter le tissu dont il sera enveloppé et qui est le substrat de ce qui sera vécu comme amour. C'est au départ ainsi. Et puis, à partir de 8-9 mois, cet enfant va commencer à faire la différence entre ce qui lui est familier et bon et ce qui lui est étranger. Ça s'appelle la peur de l'étranger. Oui. Et tout enfant commence à refuser de rester avec des gens qu'il ne connaît pas. Il fait la différence. Moi-même, ma mère m'a raconté par exemple que j'avais peur des uniformes. Quand je voyais arriver le facteur qui à l'époque avait un uniforme, je pleurais. Voilà, l'exemple même de ce qui est chez le bébé. Et je vais prendre aussi un exemple tiré de mon expérience tout à fait personnelle et qui est une expérience que vous avez tous connue. Les parents confient aux grands-parents, que le bébé ne connaît pas encore bien, le bébé. Eh bien, vers 9 mois, l'enfant va se mettre à pleurer parce qu'il fait la différence entre sa mère et la grand-mère. Et un jour, comme ça, ma petite fille, qui avait 9 mois, qui ne me connaissait pas encore bien, se met à pleurer quand ses parents disparaissent. Et j'ai eu l'idée de mettre un disque de Leonard Cohen. Et cette musique a stoppé sur le champ les pleurs de l'enfant. Voilà. Mais alors ça, c'est très important. elle aimait la musique. Pas plus que quelqu'un d'autre, mais il y a Peut-être des qu'elle musiques. aimait les Cohen, c'est une bonne chose. Hein, La musique est quelque chose qui atteint le sujet d'une manière extrêmement primaire Oui. et par conséquent a des effets considérables. Et quand on pense à tous, par exemple, pourquoi pas le nommer Hitler, qui harangue les foules dans la haine de l'étranger, dans la haine du juif, dans la haine des autres, on voit que la voix est extrêmement importante. Oui. C'est-à-dire qu'il va permettre au groupe de devenir une foule, et une foule qui communie dans la voix du chef qui appelle à la haine. Voilà, donc je crois que ce qu'on peut dire, c'est simplement cela, c'est que c'est le pur génie de Chaplin d'avoir montré ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Strafe de Rumpelsack. Voilà. Mais est-ce que Alexis nous entend? Non. Alors, il n'est pas avec nous. Ah, alors ça, nous l'ignorions. Donc, écoutez, vous avez, messieurs, le mot de la fin. Alors, François, pour commencer. François, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter? Nous avons encore que 3 minutes. Ce que je veux ajouter, c'est que si on tire à l'inverse, au lieu d'étudier simplement Fichte dans son jus, dans ses années de réaction à la percée de Napoléon, des troupes, etc., si on fait l'inverse, c'est-à-dire si on tire la plante vénéneuse du nazisme, qu'on la tire du sol pour examiner ses racines, alors je suis d'accord que dans cette procédure qui est, si on veut, rétrospective, on trouve Fichte, je suis d'accord, peut-être Nietzsche. Maintenant, quand on les étudie dans leur jus, Fichte a ses raisons de s'exprimer comme il le fait, Nietzsche aussi. Voilà, ce sont deux procédés, à mon sens, complémentaires peut-être. Oui, François, attends, Alexandre. Fichte était profondément soumis. Et Nietzsche était quand même un insoumis, c'est une grande différence. Non, mais oui, pas seulement. C'est que très prussien par ailleurs. Vous ne m'expliquez pas, à partir de là, ni l'un ni l'autre, au fond, la division qui existe dans la philosophie française à l'égard de Fichte. Pourquoi elle a perduré si longtemps? Parce que les uns ont vu, effectivement, comme vous le dites, François, n'est-ce pas, l'avenir dans une véritable anticipation. Ils ont vu ce qui se préparait. Je ne parle pas des Allemands, là, je parle des Français, des professeurs français, notamment alsaciens. Bon, ils ont vu ce qui se préparait. Et même des... oui, Marielle, vous voulez dire un mot? Oui, je vais dire un mot. Parce qu'au fond, ce qu'il faut rajouter à ce que j'ai dit, c'est que certains sujets
vont perdurer dans cette peur de l'étranger avec une angoisse majeure. Oui. Et c'est finalement cette angoisse qui peut expliquer que tout d'un coup, un peuple va tourner depuis l'amour jusqu'à la haine. Et on sait très bien ce qui s'est passé après la guerre de 14, la dureté de ce qu'on a demandé comme effort aux Allemands oui. a entraîné le peuple à la haine. Oui. Alexandre, vous avez le mot de la fin. Eh bien, voilà, j'opposerai deux classiques quand même de la pensée française, belge en l'occurrence, c'est-à-dire Tintin et Spirou. Tintin a toujours quand même sympathisé avec la droite, comme le disait Jacques Brel, catholique fasciste pendant les guerres et catholique entre. Et c'est aussi vrai d'un autre génie qui est Jacobs, qui a inventé Blake et Mortimer. Mais par contre, il y a un esprit rebelle, c'est les rédacteurs de Spirou. Alors dans Spirou, on se moque déjà absolument de toutes ces histoires, et notamment de l'idée de race, puisqu'il y a un marsupio qui est devenu de proportions gigantesques, le marsupilami. Et le marsupilami représente une espèce de critique en acte, vraiment, de toutes les théories raciales, ici pour les animaux, mais enfin pour les hommes. Et personnellement, je voudrais vraiment appeler nos auditeurs à vous se plonger dans un classique comme Spirou, qui est véritablement vraiment le contrepoison de toutes les fascinations qui ont existé, notamment chez nos amis belges, chez les inciviques, envers la puissance allemande. Après tout, ils en sont plus proches que nous. Mais ils savent aussi riposter avec l'arme de l'humour et de la dérision. Merci Alexandre. Balayons quand même devant notre porte et relisons Fichte. Merci à vous.